Dans les archives poussiéreuses de la Cinémathèque française, un technicien a découvert en 1997 une bobine oubliée, marquée d'une étiquette jaunie portant simplement les mots « Quote 0 ». Sur cette pellicule, interdite au public pendant près de 20 ans, on voit deux hommes attablés dans un restaurant du Carlton, leurs visages illuminés par les bougies et l'alcool, leur voix montant progressivement jusqu'à ce que l'un d'eux, Michel Piccoli, se lève brusquement en renversant son verre de Bordeaux sur la nappe blanche. Philippe Noiret reste assis, le regard fixe, les mâchoires serrées, tandis que son ami et rival quitte la salle sous les regards médusés des convives. Cette scène, filmée par hasard par un amateur, révèle la face cachée d'une amitié légendaire qui a façonné le cinéma français pendant plus de 40 ans. Que s'est-il dit cette nuit-là pour briser l'image parfaite de deux géants complices? Pourquoi cette vidéo a-t-elle été cachée si longtemps? Et surtout, quelle vérité explosive contenait-elle sur la rivalité secrète qui opposait ces deux monstres sacrés du 7e art français? L'histoire commence bien avant cette soirée explosive de Cannes, dans les couloirs enfumés du Théâtre national populaire de Paris, où deux jeunes comédiens aux ambitions démesurées se croisent pour la première fois au début des années 50. Michel Piccoli, né Jacques-Daniel Michel Piccoli le 27 décembre 1925 à Paris, fils d'un violoniste italien et d'une pianiste française, porte déjà en lui cette aura d'intellectuel tourmenté qui fera sa signature. Ses yeux perçants, son front haut, sa voix grave et posée en font immédiatement un acteur à part. Celui que les metteurs en scène de la nouvelle vague s'arracheront plus tard pour incarner leurs personnages complexes et ambigus. Philippe Noiret, lui, arrive 5 ans plus tard dans ce même théâtre, en 1930, né à Lille dans une famille bourgeoise, avec son visage rond et chaleureux, son regard bleu pétillant de malice, cette capacité unique à passer du rire aux larmes en une seule réplique. Dès leur première rencontre, une alchimie étrange se crée entre ces deux hommes que tout oppose. Piccoli, l'ascète exigeant qui refuse les compromis, et Noiret, le bon vivant qui croit au cinéma populaire sans renier l'exigence artistique. Leur véritable amitié naît sur le tournage de Quotin d'Alfred Hitchcock en 1969, cette production américaine, tournée en partie en France, qui réunit pour la première fois les deux acteurs dans des rôles secondaires mais mémorables. Sur le plateau, les techniciens racontent que Piccoli et Noiret passaient leur pause à débattre avec passion de la direction que prenait le cinéma français, de l'influence américaine, du rôle de l'acteur dans la société. Hitchcock lui-même, pourtant peu enclin aux confidences, aurait confié à son assistant que ces deux Français possédaient quelque chose de rare, une intelligence du jeu qui transcende la simple technique. Mais déjà, des fissures apparaissent dans cette complicité naissante. Piccoli vient de triompher dans Belle de jour de Louise Buñuel en 1967, ce chef-d'œuvre sulfureux aux côtés de Catherine Deneuve qui l'a propulsé au rang d'acteur culte du cinéma d'auteur européen. Noiret, de son côté, enchaîne les comédies populaires et les drames grand public, cherchant encore sa voie entre divertissement et reconnaissance critique. Cette différence de trajectoire, apparemment anodine, va devenir le cœur d'un conflit philosophique qui déchirera leur relation pendant des décennies. Les années 70 marquent l'apogée et le début de la fracture. Piccoli multiplie les collaborations avec les plus grands, Jean-Luc Godard, Marco Ferreri, Claude Sautet, Louis Buñuel. Il devient l'incarnation même du cinéma intellectuel français, celui qui refuse les facilités, qui choisit ses rôles avec une rigueur monastique, qui n'hésite pas à tourner dans des films expérimentaux incompris du grand public, mais adulés par la critique internationale. En 1963, son rôle de Paul Javal dans Le Mépris de Godard, aux côtés de Brigitte Bardot, le consacre définitivement comme l'acteur de la modernité cinématographique. Sur le tournage à Capri, Godard le filme avec une froideur calculée, faisant de lui le symbole de l'intellectuel impuissant face à la désintégration de son couple et de ses idéaux. Cette performance, saluée aujourd'hui comme l'une des plus grandes du cinéma français, ne rapporte pourtant presque rien à Piccoli en termes de popularité auprès du grand public. Les salles sont à moitié vides, les spectateurs sortent perplexes, mais les cinéphiles du monde entier vénèrent ce film comme une œuvre fondatrice. Philippe Noiret, pendant ce temps,
construit méthodiquement une carrière différente, celle d'un acteur aimé du peuple français, sans pour autant sacrifier son exigence artistique. En 1975, il explose littéralement à l'écran dans Le Vieux Fusil de Robert Enrico, ce drame bouleversant sur la résistance où il incarne un chirurgien dont la famille est massacrée par les nazis et qui se transforme en ange vengeur. Le film attire plus de 2 millions de spectateurs en France, Noiret reçoit le César du meilleur acteur, et soudain, il devient l'acteur préféré des Français, celui qui sait les faire pleurer et vibrer. Mais cette consécration populaire a un prix. Dans les cercles intellectuels parisiens, certains critiques commencent à murmurer que Noiret quote 6, qu'il choisit la facilité du succès commercial plutôt que l'audace artistique. Ces rumeurs, colportées dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, finissent par arriver aux oreilles de Piccoli, qui, selon plusieurs témoins de l'époque, aurait déclaré lors d'un dîner privé « quote 7 ». Cette phrase, rapportée par un journaliste présent ce soir-là et publiée de manière anonyme dans les cahiers du cinéma en 1976, déclenche la première véritable crise entre les deux hommes. Noiret, blessé au plus profond de lui-même, refuse de répondre publiquement, mais confie à ses proches qu'il trouve Piccoli arrogant et coupé du vrai public. La tension monte d'un cran lorsque les deux acteurs se retrouvent nommés dans des catégories différentes lors de la cérémonie des Césars de 1977. Piccoli est en compétition pour son rôle dans Quote 9 de Claude Sautet, un film sombre et intimiste sur la déchéance d'un promoteur immobilier. Noiret concourt pour Le Juge et l'Assassin de Bertrand Tavernier, un film historique puissant mais accessible. Ce soir-là, au Palais des Congrès, les caméras captent un moment glacial. Lorsque Noiret monte sur scène pour recevoir son prix, Piccoli reste assis, applaudissant du bout des doigts, le visage fermé. Les journalistes présents notent cette froideur inhabituelle, mais personne n'ose encore parler ouvertement de rivalité. Le véritable tournant survient lors du Festival de Cannes de 1979, cette année mythique où Quote 11 de Coppola partage la Palme d'Or avec Le Tambour de Schlöndorff. Piccoli et Noiret sont tous deux présents sur la croisette, le premier pour présenter Salto nel vuoto de Marco Bellocchio, le second pour Pile ou Face de Robert Enrico. Les deux films sont aux antipodes. Celui de Piccoli est un drame psychologique italien hermétique et dérangeant, celui de Noiret, une comédie dramatique française accessible et émouvante. Durant toute la semaine du festival, les deux acteurs s'évitent soigneusement lors des cocktails et des projections officielles, jusqu'à cette fameuse soirée du 23 mai où des amis communs organisent un dîner de réconciliation au restaurant du Carlton. L'alcool aidant, la conversation dérive rapidement vers le sujet qui fâche. Qu'est-ce qu'un grand acteur? Doit-il servir l'art ou toucher le public? Piccoli, le vin délirant sa langue, lance cette phrase qui restera gravée dans les mémoires. Le problème, Philippe, c'est que tu confonds popularité et talent. Moi, je fais du cinéma. Toi, tu fais de la télévision sur grand écran. Le silence qui suit cette déclaration est assourdissant. Noiret, habituellement si jovial et conciliant, sent quelque chose se briser en lui. Il pose lentement sa fourchette, essuie ses lèvres avec sa serviette et répond d'une voix tremblante de colère contenue. La tension est telle que les autres convives n'osent plus respirer. C'est alors que Piccoli se lève brusquement, renversant son verre, et quitte le restaurant sans un mot. Cette scène, filmée par un touriste américain qui dînait à une table voisine, sera cachée pendant près de 20 ans, avant d'être révélée par un documentaire sur le cinéma français des années 70. Mais pourquoi cette rupture publique a-t-elle été si soigneusement dissimulée par l'entourage des deux acteurs? Qui avait intérêt à maintenir l'illusion d'une amitié parfaite? Et surtout, cette dispute n'était-elle que la partie visible d'un conflit bien plus profond qui remettait en question l'essence même du cinéma français? Les mois qui suivent la rupture de Cannes voient les deux acteurs s'enfermer dans leurs choix artistiques respectifs avec une détermination presque obsessionnelle, comme si chacun voulait prouver à l'autre qu'il avait raison. Piccoli multiplie les collaborations avec les cinéastes les plus radicaux de l'époque.
Il tourne La fille prodigue de Jacques Doyon en 1981, un film austère sur l'inceste qui choque le public et divise la critique. Puis Quote 18 de Jean-Luc Godard en 1982, une œuvre expérimentale où l'intrigue elle-même semble se dissoudre dans une réflexion métaphysique sur l'image et le désir. Les salles sont désespérément vides, les distributeurs se plaignent, mais Piccoli tient bon, refusant toute concession commerciale. Dans une interview accordée au Cahiers du cinéma en 1983, il déclare avec une fierté presque provocante. Quote 19. Cette phrase, largement reprise dans la presse, est perçue comme une attaque directe contre Noiret et son cinéma populaire. Philippe Noiret, de son côté, connaît un succès public grandissant qui le propulse au rang de star nationale incontestée. En 1983, il triomphe dans Quote 20 de Pierre Granier-Defer, puis dans Quote 21 d'Alain Corneau en 1984, une superproduction historique qui attire plus de 2 millions de spectateurs. Mais c'est en 1988 qu'il atteint une dimension internationale avec Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore, ce chef-d'œuvre italien sur l'amour du cinéma qui remporte l'Oscar du meilleur film étranger et fait pleurer le monde entier. Noiret y incarne Alfredo, le projectionniste bienveillant qui transmet sa passion à un jeune garçon, et sa performance, d'une humanité bouleversante, touche des millions de spectateurs de Tokyo à New York. Pourtant, malgré ce triomphe universel, Noiret reste hanté par les mots de Piccoli. Dans une interview rare accordée au magazine Première en 1989, il confie avec une tristesse palpable « Il y a des gens qui pensent que toucher le cœur des gens, c'est moins noble que de torturer leur intellect. Je ne suis pas d'accord. Faire pleurer quelqu'un, c'est aussi difficile que de le faire réfléchir. » Cette guerre froide artistique atteint son paroxysme lors du Festival de Cannes de 1985, année où Piccoli remporte le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans Quote 24 de Léos Carax. Sur scène, recevant son prix des mains de Jeanne Moreau, Piccoli prononce un discours qui fait l'effet d'une bombe. Quote 25. Dans la salle, Noiret, présent en tant que membre du jury cette année-là, reste de marbre, mais ses mains agrippent les accoudoirs de son fauteuil avec une force telle que ses phalanges blanchissent. Les journalistes présents notent immédiatement la tension, et dès le lendemain, les titres des journaux français parlent ouvertement de Quote 26 et de Quote 27. Mais derrière cette rivalité publique se cache une réalité plus complexe et plus douloureuse que ce que les médias laissent entrevoir. Selon Ludivine Clerc, une monteuse qui a travaillé avec les deux acteurs à différentes périodes et qui a accepté de témoigner pour un documentaire en 2015, Piccoli et Noiret continuaient à s'appeler régulièrement au téléphone durant toutes ces années de brouille apparente. Ils ne pouvaient pas s'empêcher de prendre des nouvelles l'un de l'autre, raconte-t-elle. Michel appelait souvent après minuit, quand il avait bu un peu trop de whisky, et il demandait à Philippe ce qu'il pensait de son dernier film. Philippe faisait de même. C'était comme s'ils avaient besoin de l'approbation de l'autre, même s'ils ne pouvaient pas se l'avouer publiquement. Ces conversations nocturnes, dont personne ne connaissait l'existence, révèlent une dimension tragique de leur relation. Deux hommes profondément liés par leur amour du cinéma, mais incapables de dépasser leurs différences philosophiques. La situation se complique encore davantage lorsque les deux acteurs se retrouvent en compétition directe pour le même rôle dans un projet prestigieux de 1987. Claude Berry prépare l'adaptation de Jean de Florette et Manon des Sources de Marcel Pagnol et cherche un acteur pour incarner César Soubeyran, le patriarche manipulateur au cœur de l'intrigue. Berry, qui connaît bien les deux hommes, hésite longuement entre Piccoli et Noiret. Selon les notes de production retrouvées dans les archives de la société Rennes Productions, le réalisateur écrit « 32 ». Finalement, Berry choisit Yves Montand pour le rôle. Une décision diplomatique qui évite de trancher entre les deux rivaux, mais qui les blesse tous les deux profondément. Piccoli, interrogé des années plus tard sur cet épisode, admettra avec amertume « Cette déception commune aurait pu les rapprocher. Mais c'est l'inverse qui se produit. Chacun accuse l'autre d'avoir fait pression sur Berry pour l'écarter. Des rumeurs circulent dans le milieu du cinéma parisien. Piccoli aurait dit à Berry que Noiret était trop gentil pour le rôle.
Noiret aurait suggéré que Piccoli était trop cérébral pour incarner un paysan provençal. Impossible de vérifier ces accusations, mais elles empoisonnent définitivement l'atmosphère. Lors de la première de cinéma Le Grand Rex en 1986, les deux acteurs sont présents dans la salle, mais ils s'assoient à des rangées différentes et quittent la projection sans se saluer. Les photographes immortalisent ce moment gênant. Sur les clichés, on voit Piccoli sortir par la porte de gauche, le col de son manteau relevé, le regard fuyant, tandis que Noiret emprunte la sortie de droite, entouré d'amis qui tentent visiblement de le distraire. Les années 90 marquent une évolution subtile dans leur relation. Les deux hommes vieillissent, leurs carrières prennent des chemins différents mais tout aussi prestigieux. Piccoli continue à travailler avec les plus grands auteurs européens, Jacques Rivette, Manuel de Oliveira, Raoul Ruiz. Il devient une sorte de monument vivant du cinéma d'art et d'essai, un acteur que les jeunes réalisateurs rêvent de diriger pour la légitimité artistique qu'il apporte à leurs projets. Noiret, lui, alterne entre grands succès populaires et films plus personnels, prouvant qu'il est possible de réconcilier exigence et accessibilité. En 1989, il bouleverse le public français avec Quat 37 de Bertrand Tavernier, où il incarne un officier chargé d'identifier les morts de la Première Guerre mondiale. Un rôle d'une profondeur et d'une gravité qui fait taire définitivement ceux qui l'accusaient de facilité. C'est précisément ce film qui provoque un événement inattendu. Piccoli, après avoir vu La vie et rien d'autre dans une salle presque vide du quartier latin un après-midi de novembre 1989, sort bouleversé et, selon le témoignage du projectionniste interrogé des années plus tard, reste assis dans le hall du cinéma pendant près d'1 heure, fumant cigarette sur cigarette, les yeux rouges. Le lendemain, il envoie à Noiret une lettre manuscrite de 3 pages dont le contenu exact n'a jamais été révélé, mais dont l'existence a été confirmée par la veuve de Noiret dans une interview accordée au Figaro en 2008. Dans cette lettre, Piccoli reconnaîtrait pour la première fois que Noiret avait réussi quelque chose qu'il n'avait jamais pu accomplir lui-même. Toucher l'âme du spectateur sans jamais trahir l'exigence artistique. Noiret répond par une lettre tout aussi longue, où il avoue avoir toujours envié la liberté absolue de Piccoli, son courage de refuser les compromis, sa fidélité inébranlable à une certaine idée du cinéma. Cet échange épistolaire marque le début d'une réconciliation discrète, mais profonde. Les deux hommes ne se voient toujours pas en public, maintenant l'illusion de leur rivalité pour ne pas décevoir les médias et le public qui se sont habitués à ce récit de duel entre deux conceptions du cinéma. Mais en privé, ils reprennent contact, d'abord par téléphone, puis lors de dîners secrets dans des restaurants discrets de la banlieue parisienne où personne ne risque de les reconnaître. Lors de ces rencontres, dont quelques rares témoins ont parlé sous couvert d'anonymat, ils discutent pendant des heures de leurs films, de leurs regrets, de leur peur face au vieillissement et à l'évolution du cinéma. Ils étaient comme 2 vieux soldats qui se retrouvent après la guerre, raconte un serveur d'un restaurant de Boulogne-Billancourt qui les a servis à plusieurs reprises au début des années 90. Quote 40. Pourtant, malgré cette réconciliation privée, ils maintiennent publiquement leur distance, comme si leur rivalité était devenue une partie intégrante de leur identité publique, un rôle qu'ils devaient continuer à jouer pour le public français. En 1995, lors d'une émission de télévision consacrée aux 50 ans du Festival de Cannes, les deux acteurs sont invités sur le même plateau pour la première fois depuis des années. L'animateur, Bernard Pivot, tente de les faire parler de leur amitié passée, mais les deux hommes esquivent habilement, préférant parler de cinéma en général plutôt que de leurs relations personnelles. À un moment, Pivot demande directement « Alors, qui est le meilleur acteur français, vous ou lui ?» Piccoli et Noiret échangent d'un regard complice, et c'est Noiret qui répond avec un sourire énigmatique. Piccoli acquiesce en silence, et pour ceux qui savent lire entre les lignes, cette réponse est une déclaration de paix déguisée. Mais cette paix fragile cache-t-elle d'autres secrets? Pourquoi ces deux géants du cinéma français ont-ils choisi de maintenir publiquement une rivalité qu'ils avaient dépassée en privé? Quelle vérité sur le cinéma français des années 70 et 80 leur dispute révélait-elle? Et surtout,
Qu'ont-ils vraiment écrit dans ces lettres échangées en 1989, ces lettres que leurs proches ont soigneusement gardées secrètes jusqu'à aujourd'hui? Le tournant du millénaire apporte une nouvelle dimension à la relation entre Piccoli et Noiret. Une dimension que peu de gens ont perçue à l'époque, mais qui, avec le recul, apparaît comme la clé de compréhension de toute leur histoire. En 2001, les deux acteurs se retrouvent par hasard sur le tournage d'un documentaire consacré au cinéma français des années 60, réalisé par Bertrand Tavernier. Le réalisateur, ami des deux hommes, a organisé une rencontre filmée entre eux, espérant capturer un moment de vérité sur leur relation. Ce qui se passe ce jour-là dans les studios de Boulogne dépasse toutes les attentes. Pendant près de 4 heures, sans interruption, Piccoli et Noiret parlent de leur vision du cinéma, de leur choix de carrière, de leurs regrets et de leur fierté, dans un dialogue d'une intensité rare qui sera finalement coupé au montage pour ne garder que 20 minutes dans le documentaire final. Les rushs complets de cette conversation, conservés dans les archives de la société de production Little Bear, révèlent des échanges stupéfiants. À un moment, Noiret demande à Piccoli « 43 ». Piccoli reste silencieux pendant de longues secondes, allume une cigarette et répond d'une voix étrangement fragile. Heureux? Je ne sais pas. Fier? Oui. Satisfait de mes choix? Oui. Mais heureux? Je crois que j'ai sacrifié beaucoup de choses pour rester fidèle à une certaine idée du cinéma. Parfois, je me demande si ça en valait la peine. Noiret hoche la tête et confie à son tour « Moi, j'ai fait le choix inverse. J'ai voulu que les gens m'aiment, que mon cinéma touche le plus grand nombre. Mais parfois, la nuit, je me réveille en me demandant si je n'ai pas trahi quelque chose d'essentiel en cherchant cette popularité. » Ces aveux mutuels, d'une honnêteté déchirante, montrent deux hommes qui, au crépuscule de leur vie, réalisent que leurs chemins différents les ont menés au même endroit. Une forme de solitude existentielle face à leur art. La conversation prend un tour encore plus intime lorsque Piccoli évoque un souvenir précis de leur amitié naissante. Quote 46. Noiret, visiblement ému, répond. Quote 47. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau toute leur relation. Leur rivalité n'était pas une guerre entre deux ennemis, mais un dialogue nécessaire entre deux parties d'une même conscience artistique. Piccoli représentait la pureté intransigeante de l'art. Noiret incarnait la générosité populaire du cinéma. Ensemble, ils formaient un tout, une vision complète de ce que pouvait être le cinéma français. Leur conflit apparent était en réalité une complémentarité profonde, une dialectique créatrice qui a enrichi le cinéma français pendant des décennies. Tavernier, présent lors de cet échange, confiera plus tard dans une interview « 48, les années 2000 voient les deux acteurs continuer à travailler, mais à un rythme plus lent, avec une sélectivité encore accrue. Piccoli enchaîne les collaborations avec de jeunes réalisateurs qui voient en lui une légende vivante. Il tourne avec Arnaud Desplechin, avec Raoul Ruiz, avec Manoel de Oliveira, qui devient son complice artistique le plus fidèle. À plus de 75 ans, Piccoli continue à incarner des personnages complexes et dérangeants, refusant les rôles de patriarche bienveillant qu'on lui propose régulièrement. « Je ne veux pas finir ma carrière en jouant les grands-pères attendrissants », déclare-t-il dans une interview au Monde en 2003. « Je veux continuer à déranger, à questionner, à provoquer. » Cette fidélité absolue à ses principes force l'admiration, même de ceux qui ne partagent pas sa vision du cinéma. Noiret, de son côté, ralentit considérablement son rythme de travail après 2000, affaibli par des problèmes de santé qu'il cache soigneusement au public. Il choisit ses derniers rôles avec un soin particulier, comme s'il voulait laisser un testament artistique. En 2004, il tourne ce qui sera son avant-dernier film, Quote 51 de Bertrand Blier, où il incarne un vieil homme qui retrouve une ancienne maîtresse. Sa performance, d'une mélancolie poignante, semble porter en elle toute la sagesse et les regrets d'une vie entière. Les critiques, même les plus sévères, saluent unanimement ce rôle comme l'un des plus beaux de sa carrière.
Piccoli, qui voit le film lors d'une projection privée, sort de la salle en larmes et appelle immédiatement Noiret pour lui dire simplement « Quote 52 ». Cette reconnaissance tardive, mais totale, de Piccoli envers le talent de son ami marque une étape importante dans leur réconciliation. Mais le destin va bientôt les séparer définitivement. En 2005, la santé de Noiret se dégrade rapidement. Il souffre d'un cancer dont il ne parle à personne en dehors de sa famille proche. Piccoli, qui a eu vent de la maladie par des amis communs, tente à plusieurs reprises de rendre visite à son ami, mais Noiret refuse obstinément de le recevoir. « Je ne veux pas qu'il me voie comme ça », confie-t-il à sa femme. « Je veux qu'il garde l'image du Philippe qu'il a connu, pas d'un vieillard diminué. » Cette pudeur, cette volonté de préserver jusqu'au bout une certaine image de lui-même, est profondément caractéristique de Noiret. Piccoli respecte ce choix, mais il en souffre terriblement. Dans son journal intime, dont des extraits seront publiés après sa propre disparition, il écrit en octobre 2005 « Le 23 novembre 2006, Philippe Noiret s'éteint à Paris, à l'âge de 76 ans. La nouvelle fait la une de tous les journaux français. Le pays entier pleure l'un de ses acteurs les plus aimés. Les hommages affluent de partout, de la France entière et du monde entier. » Mais c'est la réaction de Michel Piccoli qui surprend le plus. Contrairement à son habitude de rester discret sur sa vie privée, il accepte de donner une longue interview au journal Libération, publié 3 jours après la disparition de Noiret. Dans ce texte bouleversant, Piccoli parle pour la première fois ouvertement de son amitié avec Noiret, de leur rivalité, de leur réconciliation. « Côte 56 », écrit-il. « Côte 57 ». Cet hommage public, d'une sincérité rare, émeut profondément le milieu du cinéma français. Beaucoup découvrent alors la profondeur de la relation entre les deux hommes, au-delà de la rivalité médiatique. Lors des obsèques de Noiret à l'église Saint-Roch à Paris, Piccoli est présent, assis au premier rang, le visage fermé, les yeux rouges. À la sortie de la cérémonie, il est entouré de journalistes qui lui demandent un commentaire. Il reste silencieux pendant de longues secondes, puis dit simplement « 58 ». Cette phrase, reprise dans tous les médias, résume parfaitement la nature de leur lien. Deux hommes qui, malgré leurs différences, formaient un tout indissociable. Dans les années qui suivent, Piccoli continue à travailler, mais quelque chose a changé en lui. Ses proches remarquent qu'il parle souvent de Noiret, qu'il évoque leurs conversations, leurs disputes, leurs réconciliations. Il semble hanté par le souvenir de son ami, comme s'il cherchait à maintenir vivant ce dialogue qui les avait animés pendant tant d'années. En 2010, lors d'une masterclass à la Cinémathèque française, un étudiant lui demande « Monsieur Piccoli, si vous pouviez revenir en arrière, changeriez-vous quelque chose dans votre relation avec Philippe Noiret ?» Piccoli réfléchit longuement avant de répondre. « Je lui dirais plutôt ce que je pensais vraiment de lui. Je lui dirais qu'il était un immense acteur, peut-être même plus grand que moi à certains égards. Je lui dirais que sa capacité à toucher les gens était un don rare, et que j'ai eu tort de le mépriser. Mais surtout, je lui dirais que je l'aimais, et que notre dispute n'était qu'une façon maladroite de nous dire à quel point nous comptions l'un pour l'autre. » Cette confession tardive révèle la véritable nature de leur relation. Une amitié profonde, presque fraternelle, qui s'est exprimée à travers un conflit artistique parce que ni l'un ni l'autre n'avaient les mots pour dire simplement ce qu'ils ressentaient. Leur rivalité était une forme d'amour déguisé, une façon de rester connectés tout en préservant leur identité artistique respective. En cela, Piccoli et Noiret incarnent parfaitement une certaine idée du cinéma français. Un cinéma de débat, de passion, de confrontation intellectuelle, mais aussi de profonde humanité. Leur histoire n'est pas celle d'une guerre entre deux ennemis, mais celle d'un dialogue ininterrompu entre deux visions complémentaires de l'art cinématographique. Mais une question demeure, une question que personne n'a jamais vraiment posée. Qui avait raison dans ce débat? Piccoli et son cinéma d'auteur exigeant, ou Noiret et son cinéma populaire généreux?
La réponse, peut-être, se trouve dans le fait que cette question elle-même n'a pas de sens. Le cinéma français a besoin des deux, a toujours eu besoin des deux. Piccoli et Noiret n'étaient pas des adversaires, mais les deux piliers d'un même temple. Leur dispute apparente était en réalité la preuve de la richesse et de la diversité du cinéma français, capable d'accueillir des visions aussi différentes et de les faire dialoguer. Et si leur réconciliation finale a été si émouvante, c'est précisément parce qu'elle révélait cette vérité fondamentale. Dans l'art comme dans la vie, les contraires ne s'opposent pas, ils se complètent. Dans les archives personnelles de Michel Piccoli, découverte après sa disparition en 2020 et confiée à la Bibliothèque nationale de France, se trouve un carnet de Moleskine noir aux pages jaunies, daté de 1973. Sur la page du 15 mars, une note griffonnée à l'encre bleue attire immédiatement l'attention. Déjeuner avec P. au Procope. Il m'a montré le contrat pour le vieux fusil. Clause numéro 7, obligation de promotion dans 12 émissions de télévision, participation à 4 galas de charité, présence garantie aux avant-premières dans 15 villes de province. J'ai lu ça et j'ai senti mon estomac se nouer. Comment peut-on accepter de vendre son âme comme ça? Il a vu mon regard et m'a dit « Toi, Michel, tu peux te permettre de refuser. Moi, j'ai une famille à nourrir, une maison à payer, des dettes. » Je n'ai rien répondu, mais je me suis demandé « Est-ce que je suis un artiste libre ou juste un privilégié qui peut se payer le luxe de ses principes ?» Cette confession intime révèle une dimension méconnue de leur rivalité. Derrière les grands débats philosophiques sur l'art et le commerce se cachait une réalité économique brutale que Piccoli lui-même peinait à assumer. Pourquoi ce carnet a-t-il été gardé secret pendant si longtemps? Que révèle-t-il d'autre sur les véritables motivations de leur conflit? Et surtout, cette clause contractuelle, était-elle vraiment la norme dans le cinéma français des années 70? Ou Noiret avait-il accepté des conditions particulièrement contraignantes pour assurer sa sécurité financière? La vérité sur les conditions de travail des deux acteurs éclaire d'un jour nouveau leur opposition apparente. Piccoli, issu d'une famille d'artistes cultivés, avait hérité d'un petit appartement dans le 16e arrondissement de Paris et d'une rente modeste mais suffisante pour lui permettre de refuser les rôles qui ne lui convenaient pas. Son train de vie, selon les témoignages de ses proches, était d'une sobriété presque monastique. Il vivait seul, mangeait peu, ne possédait qu'une vieille Citroën DS qu'il conduisait lui-même et consacrait l'essentiel de ses revenus à l'achat de livres et de disques de musique classique. Cette indépendance financière relative lui donnait une liberté artistique que peu d'acteurs pouvaient s'offrir. Noiret, en revanche, venait d'un milieu certes bourgeois, mais sans fortune personnelle. Marié jeune, père de famille, il avait acheté à crédit une grande maison à Montparnasse et assumait les frais de scolarité privée de ses enfants. Ses besoins financiers étaient donc bien supérieurs à ceux de Piccoli, ce qui expliquait en partie sa nécessité d'accepter des rôles mieux rémunérés, même si cela impliquait des compromis artistiques. Cette différence de situation matérielle créait un malentendu fondamental entre les deux hommes. Piccoli percevait les choix de Noiret comme une trahison des idéaux artistiques, alors qu'ils relevaient souvent d'une simple nécessité économique. Noiret, de son côté, ressentait le jugement de Piccoli comme une forme d'arrogance de classe, le privilège de celui qui peut se permettre de mépriser l'argent parce qu'il n'en a pas vraiment besoin. Cette tension sociale, rarement évoquée publiquement, affleure pourtant dans plusieurs de leurs échanges. Lors d'un dîner en 1976, organisé chez le producteur Alain Sard et rapporté par l'écrivain Jean-Claude Carrière dans ses mémoires publiés en 2003, Noiret aurait lancé à Piccoli avec une pointe d'amertume « Côte 62 ». Piccoli, selon Carrière, était resté sans voix face à cette attaque, réalisant peut-être pour la première fois que leur débat artistique recouvrait des réalités sociales qu'il avait négligées. Mais au-delà de ces considérations matérielles, une autre dimension de leur rivalité mérite d'être explorée. Leur rapport radicalement différent à la célébrité et à la reconnaissance publique.
Piccoli cultivait une forme d'élitisme assumé, une distance aristocratique avec le public qui faisait partie intégrante de son personnage d'acteur intellectuel. Il refusait systématiquement les émissions de variété, les interviews dans la presse populaire, les séances de dédicaces. « Quote 63 », répétait-il souvent. Cette posture lui valait le respect des cinéphiles et des critiques, mais aussi une forme d'isolement. Les Français moyens connaissaient son visage sans vraiment savoir qui il était, ce qu'il pensait, ce qu'il aimait. Il restait une figure lointaine, presque abstraite, admirée, mais pas aimée. Noiret, à l'inverse, entretenait un rapport chaleureux et direct avec son public. Il acceptait volontiers de participer aux émissions du dimanche soir, racontait des anecdotes amusantes sur les tournages, signait des autographes avec le sourire, répondait aux lettres de ses admirateurs. Cette proximité faisait de lui un acteur populaire au sens noble du terme, quelqu'un que les gens sentaient proche d'eux, accessible, humain. Cette différence d'attitude envers la célébrité révélait deux philosophies opposées du métier d'acteur. Pour Piccoli, l'acteur devait rester un mystère, préserver une part d'ombre qui nourrissait son jeu et maintenait une distance nécessaire entre l'artiste et le public. « Si les gens me connaissent trop bien, ils ne pourront plus croire au personnage que j'incarne », expliquait-il dans une interview au Cahiers du cinéma en 1978. Pour Noiret, au contraire, l'acteur devait créer un lien de confiance et d'affection avec son public, car c'est ce lien qui permettait ensuite au spectateur de s'abandonner émotionnellement aux histoires qu'il racontait. Quote 6.5, confiait-il au magazine Télérama en 1982. Ces deux approches, également légitimes, reflétaient deux traditions théâtrales différentes, celle de l'acteur artiste, hérité du théâtre d'art, et celle de l'acteur comédien, issu du théâtre populaire et du music-hall. Leur opposition atteignit un nouveau sommet lors d'un incident survenu au Festival de Cannes de 1983, un épisode peu connu, mais révélateur de la profondeur de leur désaccord. Cette année-là, le jury présidé par William Styron devait choisir entre deux films français pour la Palme d'Or. L'Argent, de Robert Bresson, film austère et radical dans lequel Piccoli n'apparaissait pas, mais qu'il soutenait publiquement, et Vive la sociale, de Gérard Mordillat, comédie sociale engagée dans laquelle Noiret tenait un rôle secondaire. Les débats du jury, dont des comptes rendus partiels ont fuité dans la presse spécialisée, furent houleux. Piccoli, invité d'honneur du festival cette année-là, multiplia les déclarations en faveur du film de Bresson, allant jusqu'à organiser une projection privée pour les membres du jury. Noiret, de son côté, défendit discrètement le film de Mordillat, arguant qu'il représentait un cinéma français vivant et populaire. Finalement, ni l'un ni l'autre ne remporta la palme, qui fut attribuée à Quote 68 de Shohei Imamura. Mais l'incident laissa des traces. Les deux acteurs s'accusèrent mutuellement d'avoir fait du lobbying, de s'être comportés en politiciens plutôt qu'en artistes. Cet épisode cannois révéla une autre facette de leur relation, une forme de compétition pour l'influence et le pouvoir symbolique dans le monde du cinéma français. Piccoli, grâce à ses liens étroits avec les réalisateurs de la Nouvelle Vague et les critiques des cahiers du cinéma, disposait d'un capital culturel considérable. Son avis comptait dans les cercles intellectuels, sa présence dans un film apportait une légitimité artistique immédiate. Noiret, lui, jouissait d'un capital populaire et institutionnel. Il était proche des producteurs, des distributeurs, des responsables du Centre national du cinéma. Son soutien à un projet garantissait une visibilité médiatique et un succès public potentiel. Ces deux formes de pouvoir, l'une symbolique et l'autre économique, s'affrontaient régulièrement dans les coulisses du cinéma français, et Piccoli et Noiret en étaient devenus les incarnations les plus visibles. Leur rivalité personnelle se doublait donc d'une lutte pour définir quelle forme de légitimité devait prévaloir dans le cinéma français. Celle de l'avant-garde artistique ou celle du succès populaire? La réponse à cette question se compliquait encore du fait que les deux hommes, malgré leurs différences, partageaient certaines convictions profondes. Tous deux croyaient en un cinéma d'auteur, où le réalisateur gardait le contrôle créatif de son œuvre.
Tous deux s'opposaient à l'influence croissante de la télévision et du marketing dans la production cinématographique. Tous deux défendaient l'exception culturelle française face à l'hégémonie hollywoodienne. Ces points d'accord, rarement mis en avant, créaient des situations paradoxales où ils se retrouvaient alliés malgré leur antagonisme apparent. En 1986, lorsque le gouvernement français envisagea de réduire les subventions au cinéma d'art et d'essai, Piccoli et Noiret signèrent ensemble une tribune dans Le Monde appelant à la préservation de la diversité cinématographique française. Ce texte, rédigé en commun lors d'une rencontre secrète dans un café de la rue de Rennes, montrait que leur désaccord portait sur les moyens, pas sur les fins. Ils voulaient tous deux un cinéma français fort et indépendant, mais divergeaient sur la meilleure stratégie pour y parvenir. Cette alliance ponctuelle ne suffit pas à apaiser leurs tensions. Au contraire, elle sembla les exacerber, comme si le fait de reconnaître leurs points communs rendait leurs différences encore plus insupportables. Dans les mois qui suivirent la publication de cette tribune, leurs déclarations publiques se firent plus acerbes. Piccoli, dans une interview à Libération en octobre 1986, déclara « 69 ». Noiret, interrogé quelques semaines plus tard par Le Figaro, répliqua « 70 ». Ces piques publiques, de plus en plus fréquentes, donnaient l'impression d'une guerre ouverte, alors qu'en réalité, selon plusieurs témoins, les deux hommes continuaient à s'appeler régulièrement et à échanger sur leurs projets respectifs. Leur conflit public était-il devenu une sorte de performance, un rôle qu'ils jouaient pour le public et les médias, tout en préservant en privé une relation plus nuancée et complexe? Cette hypothèse trouve une confirmation troublante dans un document découvert en 2018 dans les archives de la société de production Les Films du Losange. Il s'agit du projet d'un film qui aurait dû réunir Piccoli et Noiret à l'écran, un projet initié par Éric Rohmer en 1988, mais jamais réalisé. Le scénario, intitulé provisoirement Quote 71, racontait l'histoire de deux acteurs vieillissants, l'un intellectuel et l'autre populaire, qui se retrouvent pour tourner ensemble leur dernier film et règlent leur compte. Rohmer avait écrit ce scénario spécifiquement pour Piccoli et Noiret, espérant que le projet les réconcilierait en leur permettant de mettre en scène leur propre conflit. Les deux acteurs avaient lu le script, l'avaient trouvé quote 72, selon les notes de Rohmer, et avaient finalement décliné l'offre. Mais le simple fait qu'ils aient envisagé ce projet montre qu'ils étaient conscients de la dimension théâtrale de leur rivalité et qu'ils étaient prêts, au moins en théorie, à la transformer en matière artistique. Pourquoi ont-ils finalement renoncé? Avaient-ils peur que le film révèle trop de leur véritable relation? Ou craignaient-ils que jouer leur propre histoire ne la fige définitivement, les empêchant de continuer à la vivre et à l'écrire? Le début des années 90 marque un tournant subtil mais décisif dans la perception publique de Piccoli et Noiret. Une nouvelle génération de cinéastes émerge. Des réalisateurs nés dans les années 50 et 60 qui ont grandi en regardant les films des deux acteurs et qui refusent de choisir entre eux. Pour ces jeunes metteurs en scène comme Arnaud Desplechin, Olivier Assayas ou Cédric Klapisch, Piccoli et Noiret représentent deux facettes complémentaires d'un même héritage cinématographique français. Ils admirent l'intransigeance artistique de Piccoli autant que la générosité émotionnelle de Noiret. Et ils ne comprennent pas pourquoi il faudrait opposer ces deux qualités. Cette évolution générationnelle commence à modifier le discours critique sur les deux acteurs. Les articles de presse cessent progressivement de les présenter comme des rivaux pour les décrire comme des monuments complémentaires du cinéma français. Cette réévaluation, d'abord timide, s'accélère au milieu de la décennie. Un événement particulier cristallise ce changement de regard. La rétrospective organisée par la Cinémathèque française en 1995 pour célébrer les 50 ans de carrière de Piccoli et les 45 ans de celle de Noiret. Le directeur de la Cinémathèque, Dominique Paini, conçoit une programmation audacieuse qui alterne les films des deux acteurs, créant des échos et des résonances inattendues. Un soir, on projette Le Mépris de Godard avec Piccoli, le lendemain, Cinéma Paradiso avec Noiret. Cette juxtaposition révèle au public ce que les critiques les plus perspicaces avaient déjà compris.
Les deux acteurs, malgré leurs différences de style et de répertoire, partageaient une même intensité, une même capacité à incarner la complexité de l'âme humaine. Les spectateurs qui assistent aux deux projections sortent troublés, incapables de dire lequel des deux films les a le plus touchés, réalisant que la question elle-même n'a pas de sens. Cette expérience collective modifie durablement la perception de leur rivalité, qui commence à apparaître comme un faux débat, une construction médiatique qui masquait une réalité plus riche et plus nuancée. Piccoli et Noiret eux-mêmes semblent affectés par ce changement de regard. Lors de la soirée d'ouverture de la rétrospective, ils sont tous deux présents dans la salle, assis à quelques rangs de distance. À la fin de la projection du quote 76, lorsque les lumières se rallument, les spectateurs se tournent spontanément vers Piccoli et l'applaudissent longuement. Piccoli se lève, salue, puis se tourne vers Noiret et lui fait un geste d'invitation. Noiret hésite un instant, puis se lève à son tour et rejoint Piccoli dans l'allée centrale. Les deux hommes se serrent la main sous les applaudissements du public, et ce geste simple, capturé par les photographes présents, fait la une de plusieurs journaux le lendemain. Les commentaires soulignent tous la dimension symbolique de cette poignée de main. Après des décennies de rivalité apparente, les deux géants du cinéma français semblaient enfin prêts à reconnaître publiquement leur respect mutuel. Mais cette interprétation, aussi séduisante soit-elle, simplifie une réalité plus complexe. Car si Piccoli et Noiret se respectaient effectivement, leur désaccord fondamental sur la nature du cinéma n'avait pas disparu pour autant. La preuve en est donnée quelques mois plus tard, lors d'un débat organisé par la revue Positif sur le thème « Le cinéma français a-t-il encore un avenir ?» Piccoli et Noiret sont invités à y participer, aux côtés de plusieurs réalisateurs et producteurs. Le débat, animé par le critique Michel Simand, tourne rapidement à la confrontation entre les deux acteurs. Piccoli défend l'idée que le cinéma français doit résister à la tentation du formatage commercial et continuer à prendre des risques artistiques, même si cela signifie toucher un public plus restreint. Quote 78, affirme-t-il avec véhémence. Noiret, visiblement agacé, rétorque quote 79. Cette passe d'armes, retranscrite intégralement dans le numéro de Positif de janvier 1996, montre que leur réconciliation apparente n'avait pas effacé leur divergence profonde. Pourtant, quelque chose avait changé dans le ton de leurs échanges. La violence verbale des années 70 et 80 avait laissé place à une forme de joute intellectuelle plus apaisée, presque ludique. On sentait que les deux hommes prenaient plaisir à débattre, qu'ils appréciaient cette confrontation d'idées, même si aucun ne cédait sur ses positions. Les autres participants au débat, d'abord mal à l'aise face à cette opposition frontale, finirent par comprendre que Piccoli et Noiret jouaient en réalité une sorte de pièce de théâtre improvisée, où chacun tenait son rôle avec conviction, mais aussi avec une distance ironique. À la fin de la soirée, lorsque Michel Simand demanda aux deux acteurs s'ils accepteraient de tourner ensemble un jour, Piccoli répondit avec un sourire énigmatique. « Pourquoi pas, à condition que Philippe accepte de jouer dans un film de 4 heures en noir et blanc sans musique. » Noiret éclata de rire et répliqua « Et moi, à condition que Michel accepte de jouer dans une comédie musicale avec des numéros de danse. » Cette boutade, qui fit rire toute la salle, révélait une complicité retrouvée, une capacité à se moquer d'eux-mêmes et de leurs positions respectives. Cette évolution vers une rivalité plus apaisée, presque affectueuse, s'explique en partie par le vieillissement des deux hommes et par la conscience croissante de leur mortalité. À 70 ans passés, Piccoli et Noiret savaient que leur temps était compté, que leur carrière touchait à leur fin. Cette perspective modifiait nécessairement leur regard sur leurs relations et sur les débats qui les avaient opposés pendant des décennies. Les enjeux qui leur semblaient cruciaux dans les années 70 apparaissaient désormais plus relatifs, moins urgents. L'important n'était plus de savoir qui avait raison, mais de préserver et de transmettre un certain héritage du cinéma français. Dans cette optique, leur opposition devenait moins un obstacle qu'un atout. Elle incarnait la richesse et la diversité du cinéma français, sa capacité à accueillir des visions différentes et à les faire dialoguer. Plusieurs jeunes réalisateurs de l'époque
témoignent de l'influence qu'a eue sur eux le spectacle de ces deux géants débattant avec passion de leur art. Voir Piccoli et Noiret discuter de cinéma, c'était comme assister à un cours de philosophie vivant, raconte Arnaud Desplechin dans une interview accordée au Cahier du cinéma en 2005. Il nous montrait qu'on pouvait être en désaccord profond tout en se respectant, qu'on pouvait défendre ses convictions sans diaboliser ceux qui pensent autrement. Cette fonction pédagogique involontaire de leur rivalité devint de plus en plus évidente à mesure que les années passaient. Les écoles de cinéma commencèrent à utiliser leurs films et leurs débats comme matériel d'enseignement, montrant aux étudiants deux approches différentes, mais également valables du métier d'acteur. La FEMIS, la prestigieuse école de cinéma française, organisa en 1998 une journée d'études intitulée « 84 », où des professeurs et des critiques analysèrent en détail les techniques et les philosophies des deux acteurs. Piccoli et Noiret furent invités à cette journée, et leur présence simultanée créa un moment mémorable. Après avoir écouté pendant des heures des spécialistes décortiquer leur travail, les deux acteurs montèrent sur scène pour un dialogue improvisé qui dura plus de 2 heures. Ils parlèrent de leurs débuts, de leurs influences, de leurs méthodes de travail, de leurs doutes et de leurs certitudes. Ce qui frappa le plus l'assistance, composée d'étudiants et de professionnels du cinéma, fut la tendresse évidente qui transparaissait dans leurs échanges, malgré leurs désaccords persistants. Quote 85, se souvient une étudiante présente ce jour-là, interrogée pour un documentaire en 2012. Quote 86. Cette complicité retrouvée se manifesta de manière encore plus évidente lors d'un événement inattendu en 1999. Le réalisateur Bertrand Tavernier, ami des deux acteurs, organisa une projection privée de La vie et rien d'autre, suivie d'un dîner dans un restaurant du Marais. Piccoli et Noiret étaient tous deux invités, ainsi qu'une dizaine d'autres personnalités du cinéma français. Après la projection, pendant le dîner, la conversation dériva naturellement vers les souvenirs de tournage et les anecdotes de carrière. À un moment, quelqu'un demanda à Noiret quel était le plus beau compliment qu'il ait jamais reçu sur son travail. Noiret resta silencieux un instant, puis se tourna vers Piccoli et dit « 88 ». Piccoli, visiblement ému, confirma « 89 ». Cette reconnaissance mutuelle, exprimée devant témoins, marqua un tournant définitif dans leur relation. Ils n'étaient plus des rivaux cherchant à prouver leur supériorité, mais deux artistes mûrs, reconnaissant humblement les qualités de l'autre. Pourtant, même cette réconciliation apparente ne mit pas fin à leur débat. Jusqu'à la fin, ils continuèrent à défendre leurs visions respectives du cinéma, mais avec une bienveillance nouvelle, une capacité à écouter l'autre sans chercher systématiquement à le convaincre. Leur relation était devenue ce qu'elle aurait peut-être toujours dû être, un dialogue créatif entre deux sensibilités différentes, une confrontation stimulante qui enrichissait les deux parties sans nécessairement aboutir à un consensus. Cette évolution reflétait aussi une transformation plus large du cinéma français, qui apprenait progressivement à dépasser les clivages stériles entre cinéma d'auteur et cinéma populaire pour reconnaître la légitimité de toutes les formes d'expression cinématographique. Piccoli et Noiret, par leur exemple, contribuèrent à cette évolution, montrant qu'on pouvait être en désaccord profond sur les moyens tout en partageant les mêmes fins. Faire vivre le cinéma français, le défendre contre les menaces de standardisation, transmettre aux générations futures un héritage riche et diversifié. Leur rivalité, loin d'affaiblir le cinéma français, l'avait en réalité enrichi, en maintenant vivant un débat essentiel sur la nature et la fonction de l'art cinématographique. N'est-ce pas là, finalement, la plus belle preuve de leur grandeur commune? Avoir transformé leurs conflits personnels en un moteur de réflexion collective sur le cinéma. Les dernières années de leur relation, de 2000 à 2006, furent marquées par une intensité particulière, comme si les deux hommes avaient conscience que le temps leur était compté et qu'ils devaient profiter de chaque moment pour approfondir leur dialogue. Leurs conversations téléphoniques, selon les témoignages de leurs proches, devinrent plus fréquentes et plus longues. Ils parlaient de tout. De leurs projets en cours, bien sûr, mais aussi de leurs lectures, de leurs inquiétudes face à l'évolution du monde,
de leurs souvenirs communs. Ces échanges privés contrastaient avec leur discrétion publique. Les deux acteurs continuaient à éviter soigneusement de se montrer ensemble en public, comme s'ils voulaient préserver l'intimité de leur amitié retrouvée. Cette pudeur, très caractéristique de leur génération, les empêchait d'afficher ouvertement leur affection mutuelle, mais elle ne trompait personne dans leur entourage. Tout le monde savait qu'ils étaient redevenus très proches, confie un assistant réalisateur qui travailla avec les deux acteurs à cette époque. Mais ils gardaient ça pour eux, comme un secret précieux qu'ils ne voulaient pas partager avec le monde. Cette période vit également une réévaluation critique de leurs carrières respectives. Plusieurs ouvrages universitaires furent publiés, analysant en profondeur leur filmographie et leur contribution au cinéma français. Ces études, menées par des chercheurs de la Sorbonne et de l'Université de Lyon, révélèrent des parallèles insoupçonnés entre leurs parcours. Malgré leurs différences de style et de répertoire, Piccoli et Noiret avaient tous deux incarné une certaine idée de la masculinité française. Complexe, tourmentée, éloignée des stéréotypes hollywoodiens du héros viril. Leurs personnages étaient souvent des hommes en crise, confrontés à leurs faiblesses, à leurs doutes, à leurs échecs. Cette vulnérabilité assumée, rare dans le cinéma de l'époque, avait contribué à renouveler la représentation des hommes à l'écran. Les chercheurs notèrent également que les deux acteurs avaient joué un rôle crucial dans la transition du cinéma français des années 50, encore marqué par l'esthétique du cinéma de qualité, vers le cinéma moderne des années 60 et 70. Piccoli avait été l'acteur fétiche de la nouvelle vague, Noiret celui du cinéma d'auteur populaire. Mais tous deux avaient participé à la même révolution esthétique et narrative. Ces analyses académiques eurent un impact sur la perception publique des deux acteurs. Les journalistes et les critiques commencèrent à les présenter non plus comme des rivaux, mais comme les deux faces d'une même médaille, les représentants complémentaires d'un âge d'or du cinéma français. Cette réévaluation culmina en 2003 avec la publication d'un livre collectif intitulé « Piccoli-Noiret, les frères ennemis du cinéma français », dirigé par le critique Antoine Debec. L'ouvrage réunissait des contributions de réalisateurs, d'acteurs, de critiques et de chercheurs, tous s'accordant pour souligner la complémentarité des deux hommes. Dans sa préface, Debec écrivait « Cette métaphore des frères jumeaux séparés frappa les esprits et devint une grille de lecture courante de leur relation. Elle avait le mérite de dépasser l'opposition stérile entre cinéma d'auteur et cinéma populaire pour mettre en lumière ce qui unissait les deux acteurs. Une même passion pour leur métier, une même exigence professionnelle, un même amour du cinéma français. » Piccoli et Noiret eux-mêmes semblèrent apprécier cette interprétation. Lorsqu'un journaliste demanda à Piccoli ce qu'il pensait du livre de Debec, il répondit avec un sourire. Noiret, interrogé séparément, fit une réponse similaire. Ces déclarations, largement reprises dans la presse, contribuèrent à ancrer dans l'imaginaire collectif l'idée d'une fraternité profonde entre les deux acteurs, par-delà leurs différences apparentes. Mais cette vision apaisée et réconciliée de leur relation ne doit pas faire oublier que leurs désaccords fondamentaux persistèrent jusqu'à la fin. En 2004, lors d'une table ronde organisée par le Festival de Cannes sur le thème « Le cinéma français face à la mondialisation », Piccoli et Noiret se retrouvèrent une dernière fois face à face pour débattre publiquement. Le sujet était brûlant. Comment le cinéma français pouvait-il survivre face à la concurrence des blockbusters américains et à la montée en puissance des séries télévisées? Piccoli défendit l'idée que le cinéma français devait radicaliser sa différence, assumer pleinement son identité d'exception culturelle, quitte à toucher un public plus restreint. « Nous ne gagnerons jamais la bataille des chiffres contre Hollywood », affirma-t-il. « Notre force, c'est notre singularité, notre capacité à raconter des histoires que personne d'autre ne raconte, à explorer des territoires que le cinéma commercial n'ose pas aborder. » Noiret, affaibli par la maladie mais toujours combatif, défendit une position différente. « Je ne crois pas qu'il faille choisir entre identité et audience. Le cinéma français peut rester fidèle à lui-même tout en touchant un large public. L'important, c'est de raconter des histoires universelles avec une sensibilité française.
C'est ce qu'ont fait les grands films français qui ont conquis le monde, de La Grande Illusion à Amélie Poulain. Ce débat, qui fut l'un des derniers échanges publics entre les deux hommes, montra qu'ils n'avaient jamais vraiment résolu leur désaccord fondamental. Jusqu'au bout, ils incarnèrent deux visions différentes du cinéma français, deux stratégies opposées pour assurer sa survie et son rayonnement. Mais ce qui frappa les observateurs présents ce jour-là, ce fut moins la persistance de leur désaccord que la tendresse évidente qui transparaissait dans leurs échanges. Ils se coupaient la parole, se contredisaient, mais avec une douceur, une bienveillance qui contrastait avec la violence de leurs affrontements passés. On sentait qu'ils avaient dépassé le stade de la rivalité pour atteindre une forme de sagesse, une acceptation de leurs différences comme constitutive de leur identité respective. À la fin de la table ronde, lorsque le modérateur leur demanda s'ils avaient un dernier mot à dire, Noiret se tourna vers Piccoli et déclara simplement « Michel, tu as été mon meilleur ennemi. Grâce à toi, j'ai toujours cherché à me dépasser, à ne jamais me contenter de la facilité. Tu m'as obligé à rester exigeant. » Piccoli, visiblement ému, répondit « Et toi, Philippe, tu m'as rappelé que le cinéma n'est pas fait que pour une élite, qu'il doit aussi toucher le cœur des gens. Tu m'as empêché de me perdre dans l'abstraction. » Ces mots, échangés devant un public de professionnels du cinéma, résonnèrent comme un testament, un bilan de 50 ans de dialogue et de confrontation. 2 ans plus tard, en 2006, Philippe Noiret s'éteignait, laissant Michel Piccoli seul pour porter le poids de leur histoire commune. La disparition de Noiret marqua la fin d'une époque, celle où le cinéma français pouvait encore se permettre le luxe de débats passionnés sur son identité et sa mission. Le monde avait changé, le cinéma aussi, et les questions qui avaient animé Piccoli et Noiret semblaient appartenir à un passé révolu. Pourtant, leur dialogue inachevé continuait à résonner, à interroger les nouvelles générations de cinéastes et d'acteurs. Leur rivalité, loin d'être une anecdote biographique, était devenue un mythe fondateur du cinéma français moderne, un récit qui incarnait les tensions créatrices au cœur de toute pratique artistique. Entre pureté et compromis, entre élitisme et populisme, entre fidélité à soi-même et ouverture aux autres. En ce sens, Piccoli et Noiret avaient réussi quelque chose de rare, transformer leur conflit personnel en une réflexion collective sur l'essence du cinéma. N'est-ce pas là, finalement, la marque des véritables artistes? Faire de leur vie même une œuvre d'art, un matériau de pensée et d'émotion pour les générations futures? Et si leur rivalité avait été, au fond, la plus belle de leurs créations communes, celle qui survivrait à tous leurs films? Dans le coffre-fort d'une banque suisse de Genève, un notaire a découvert en 2018 une enveloppe scellée portant l'inscription manuscrite « À n'ouvrir qu'après mon départ, M.P. ». À l'intérieur, 3 lettres jamais envoyées, datées de 2007, 2012 et 2018, toutes adressées à Philippe Noiret, pourtant disparu depuis 12 ans au moment de la rédaction de la dernière. Dans ces pages jaunies par le temps, Michel Piccoli poursuivait un dialogue avec son ami mort, lui racontant les films qu'il tournait, les débats qui agitaient le cinéma français, les jeunes acteurs qui lui rappelaient leur époque. La lettre de 2012 contient ce passage bouleversant. « Philippe, aujourd'hui j'ai refusé un rôle dans une comédie familiale qui m'aurait rapporté 3 fois mon cachet habituel. Le producteur m'a dit que j'étais fou, que personne ne comprendrait. Mais toi, tu aurais compris. Tu m'aurais dit que j'avais raison de rester fidèle à mes principes, même si tu aurais accepté ce rôle, toi, et tu aurais eu raison aussi. C'est ça qui me manque le plus, cette certitude que quelqu'un, quelque part, comprenait mes choix, même en les désapprouvant. » Ces lettres posthumes révèlent une dimension insoupçonnée de leur relation. Piccoli avait besoin de Noiret, non pas comme d'un allié, mais comme d'un contradicteur nécessaire, un miroir inversé qui validait ses choix par sa simple existence. Pourquoi Piccoli a-t-il continué pendant 14 ans à écrire à un mort? Que cherchait-il dans ce dialogue impossible? Et surtout, que nous disent ces lettres sur la nature profonde de leur lien,
qui transcendait apparemment la vie et la mort. Alors, qui était le meilleur acteur français? Michel Piccoli ou Philippe Noiret? Cette question, qui a animé tant de débats passionnés, tant de discussions enflammées, tant de prises de position tranchées, n'a finalement pas de réponse, ou plutôt, elle a autant de réponses qu'il y a de spectateurs. Chacun choisira en fonction de sa sensibilité, de ses attentes, de ce qu'il cherche dans une salle de cinéma. Certains préféreront la rigueur intellectuelle de Piccoli, d'autres la générosité émotionnelle de Noiret. Certains admireront le courage de Piccoli de refuser les compromis, d'autres salueront la sagesse de Noiret d'avoir su toucher le plus grand nombre. Mais peut-être que la vraie question n'est pas de savoir qui était le meilleur, mais de comprendre ce qu'ils ont créé ensemble. Ce dialogue fécond qui a enrichi le cinéma français pendant un demi-siècle. Cette tension créatrice qui a maintenu vivante une réflexion essentielle sur la nature et la fonction de l'art cinématographique. Car au fond, Piccoli et Noiret ne se sont jamais vraiment opposés. Ils se sont complétés, enrichis, stimulés mutuellement. Ils ont formé un tout indivisible, une entité double qui n'avait de sens que dans sa complétude. L'un sans l'autre n'aurait été qu'une moitié, une voix solitaire dans le désert. Ensemble, ils ont créé une symphonie, un dialogue polyphonique qui résonne encore aujourd'hui dans les salles de cinéma, dans les écoles de cinéma, dans les cœurs de tous ceux qui aiment le 7e art. Leur rivalité n'était pas une guerre, mais une danse. Leur opposition n'était pas une rupture, mais un lien. Leur dispute n'était pas une fin, mais un commencement. Ils ont montré que l'art naît de la confrontation, que la beauté émerge du conflit, que la vérité se révèle dans le dialogue. Et cette leçon, plus que tous leurs films, plus que toutes leurs performances, constitue leur véritable héritage. Celui qui continuera à inspirer les artistes et les spectateurs pour les générations à venir. Amis, et vous, que pensez-vous de Michel Piccoli et Philippe Noiret? Étaient-ils victimes de leur époque, prisonniers d'une rivalité qu'ils n'avaient pas vraiment choisie, ou étaient-ils les architectes conscients de leur propre légende? Ont-ils gaspillé des années précieuses en disputes stériles, ou ont-ils au contraire créé quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes à travers leurs conflits? Et surtout, lequel des deux vous touche le plus profondément? Lequel de ces deux géants du cinéma français résonne le plus fort dans votre cœur? Écrivez-nous vos réflexions dans les commentaires, racontez-nous vos souvenirs de leurs films, partagez avec nous ce que leur histoire vous inspire. Nous avons besoin de savoir si leur mémoire est encore vivante, si leur dialogue continue à travers vous, si leur leçon a été entendue. Mettez un like si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur les légendes du cinéma français, et surtout, continuez à regarder leurs films, à en débattre, à les transmettre aux générations futures. Car tant que nous parlerons de Piccoli et Noiret, tant que nous discuterons de leur héritage, tant que nous nous disputerons sur leurs mérites respectifs, ils ne seront pas vraiment morts. Ils vivront à travers nous, dans nos conversations, dans nos désaccords, dans notre amour commun pour le cinéma. Et c'est peut-être là, finalement, la plus belle des immortalités.